On a eu une réflexion ensemble et on s'est dit qu'au moment où on parlait, on enlèverait le masque et qu'au moment où on s'écouterait, on le remettrait. Mais on est à 1 mètre de distance et très soucieux de respecter ces règles sanitaires qui s'imposent à tous. Donc c'est un grand plaisir de vous accueillir pour parler d'éducation avec Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation, de la Jeunesse et des Sports. Merci Jean-Michel d'être avec nous. Et François Tadei, qui est chercheur en génétique et en sciences de l'apprendre. C'est quasiment une discipline que tu as créée. François, on aura l'occasion peut-être d'en parler. Et ce que je peux rappeler, c'est que tu as décidé de te consacrer d'un point de vue de recherche et des sciences à tous. Donc, il y a un écho là qui est un peu gênant, je continue quand même. Voilà. Donc François, tu racontes souvent que ce qui t'a conduit à consacrer tes recherches à l'éducation, c'est le moment où ton fils est arrivé à l'école à 6 ans et où un professeur qui semblait un peu inquiet est venu te dire avec un peu d'inquiétude dans sa voix, que ton fils posait beaucoup de questions. Et là, c'est toi qui s'est mis à t'inquiéter pour ce professeur et peut-être notre système éducatif en général qui s'inquiète des questions qui peuvent être posées. Et ça a été à l'origine de cette interrogation et de ce travail interdisciplinaire que tu mènes dans le cadre du CRI, qui est le centre de recherche interdisciplinaire que tu as créé. Alors, l'un et l'autre, je vais vous interroger, alors bien sûr, Jean-Michel comme ministre depuis 2017, mais aussi comme des visionnaires de l'éducation. Jean-Michel, on n'oublie pas que tu as été l'auteur de 2 ouvrages, L'école de demain, Construisons ensemble l'école de la confiance. Alors il est sûr que ce n'est pas toujours évident de mettre en place ce dont on rêve, mais ce qui est important, c'est justement pour un ministre de l'Éducation comme toi, de continuer justement à être aussi un penseur et un rêveur pour l'éducation et de s'alimenter des débats. C'est un peu aussi l'objet de cette discussion avec François, mais aussi avec vous. Et je veux saluer le campus Centre Val-de-Loire qui est avec nous, relié. Bonjour à vous, à toutes et à tous. C'est un très grand plaisir de vous voir à l'écran. Bonjour aussi au campus Pays de la Loire, qui est aussi en direct, et bonjour à tous les internautes à travers la France, puisque c'est un événement national et que donc, à travers vos écrans, eh bien, vous suivez aussi ce débat et vous pourrez, bien sûr, dans la dernière partie de notre échange, poser vos questions, vous, dans les campus, en physique, et puis les internautes à travers des questions qui nous parviendront. Alors, la question qu'on va se poser ce matin, elle peut paraître un peu impertinente, c'est: et si l'école se mettait enfin à encourager la créativité? Un peu impertinente parce qu'elle laisse entendre qu'on n'y est pas tout à fait, puisqu'il y a le « enfin ». Et ce que je veux tout de suite dire, c'est que cette question, c'est aussi un hommage à une grande figure de la pensée sur l'éducation qui vient de nous quitter, qui s'appelle Sir Ken Robinson, qui était un Anglais et qui était lui-même extrêmement critique des systèmes éducatifs, alors qu'ils soient anglo-saxons ou continentaux, et qui considérait, lui, il allait très loin, que l'école tuait la créativité. C'était un prof d'art, et on aura peut-être certainement l'occasion d'évoquer l'éducation artistique. Je sais, Jean-Michel, combien tu y es attaché et combien tu veux développer l'art à l'école, comme expression de soi, mais aussi découverte des œuvres artistiques, qui est aussi un accès à autrui, qui n'est pas seulement une expression à partir de soi. Mais c'était pour Ken Robinson le début d'une réflexion, et je sais que l'un et l'autre, vous l'avez rencontré, et ça a été une figure d'inspiration. C'était une manière plus générale de remettre en question ces systèmes éducatifs qui, selon lui, ne faisaient pas assez de place à l'étonnement, le questionnement authentique de l'enfant, qui est toujours là à l'origine, et que l'école, selon lui, a tendance à étouffer progressivement, plus on monte dans le système. Et aussi, il souhaitait qu'il y ait davantage de place à le goût d'apprendre, l'expression de soi. Donc tout ça, ce sont des questions profondes. Il y a apporté des réponses iconoclastes, mais j'avais envie de faire ce clin d'œil à cette grande figure qui nous a quittés il y a très peu de temps. On va entendre ce mot créativité au sens large, c'est-à-dire qu'est-ce qui, dans notre système éducatif, peut être fait pour aller dans le sens de l'inventivité des enfants. Alors,
2 mots d'introduction. Je pense que dans la période que nous traversons, la période sanitaire, il y a quelque chose qui est apparu de manière il y a beaucoup de choses qui sont apparues de manière très forte, notamment la nécessité de développer ce qu'on appelle les compétences du XXIe siècle, c'est-à-dire la faculté d'inventivité, de communication, de coopération, de critique. Ce sont des compétences que probablement vous, comme nous, ne sont pas énormément développés à l'école. Comment est-ce qu'on peut faire pour davantage les développer? Cette crise sanitaire, c'est une crise, mais comme dans toutes les crises, François Tadei le rappelle souvent, c'est à la fois un danger, mais aussi une opportunité d'accélérer un certain nombre de tendances. Alors, je veux tout de suite aussi mettre un peu de complexité dans notre débat, parce que dire il faut qu'il y ait plus de créativité, ça va tout résoudre, c'est pas forcément la solution. Et là, on va retrouver le « en même temps » qui m'est cher et qui nous est cher, pas parce que c'est un gimmick, mais parce que pour moi, c'est le sens du complexe. C'est-à-dire que souvent, dans l'action publique, et en particulier dans l'éducation, il n'y a jamais de choses simples. Et il serait très démagogique de dire il suffit de mettre l'enfant au centre, il a tout en lui, et d'une certaine manière, il suffit de lui donner la parole pour qu'il puisse faire avancer les choses beaucoup mieux que ses aînés. Je crois que toute la difficulté de l'éducation, c'est de trouver cet équilibre, puisque il faut en même temps transmettre, puisque nous sommes des nains sur des épaules de géants, et que si nous donnons tout de suite la parole à l'enfant, on est facilement dans une forme de répétition, de piétinement, voire de dogmatisme qui pourrait s'installer chez les jeunes eux-mêmes. Et il est clair en même temps qu'il y a quelque chose qui s'éteint dans nos systèmes éducatifs, qui sont parfois trop dans la transmission, dans la demande de répétition, de restitution, et qui fait que cette faculté d'innovation de l'enfant est clairement éteinte. Donc il faut trouver cet équilibre, et c'est toute la question qu'on va se poser ce matin ensemble. Moi, je voudrais partager avec vous, avant de commencer, une très belle phrase d'Hannah Arendt, qui est une grande philosophe allemande qui s'est beaucoup intéressée à la question de la transmission, qui avait cette phrase un peu paradoxale, grande progressiste sur le plan politique, qui disait le conservatisme est absolument haïssable dans tous les domaines, sauf dans celui de l'éducation. Et elle disait, c'est précisément pour préserver ce qu'il y a de neuf et révolutionnaire dans chaque enfant que le système et que l'éducation doit rester conservatrice. Elle accueille quelque part dans un monde ancien un ferment de nouveautés et de révolutions que l'enfant a, mais qu'il ne pourra développer que si on lui transmet un certain nombre de choses. Donc voilà, je voulais tout de suite installer quelque part notre débat dans cette complexité, pour ne pas céder à la facilité, mais il est clair qu'on est tout de même à un moment où on sent bien, et la crise nous le fait sentir encore plus fort, où on a envie de transformer ce système éducatif. Alors, je me tourne d'abord vers Jean-Michel Blanquer, et vous avez depuis 2017, on le sent bien, ce projet de transformer l'école. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce qui a été fait et ce que tu as envie de faire pour précisément répondre à cette question de la créativité au sens de développer les compétences du XXIe siècle, peut-être que j'ai rappelé ce qu'elles étaient à l'instant. Bien, merci beaucoup. Et bonjour François, bonjour Ilana, et bonjour à vous tous. Je suis très heureux d'être devant vous pour un sujet si important dont on a souvent parlé aussi bien avec François qu'avec Ilana, et qui est un sujet inépuisable. Et merci pour cette petite introduction qui, en effet, pose bien la complexité des choses, et l'éducation est le terrain même de la conciliation des contraires, de l'équilibre entre des objectifs que l'on a. Je dis souvent, quand on a un enfant, on est à la fois... Si on l'aime, on est très exigeant et très bienveillant, et ce sont les deux pieds sur lesquels avance une éducation. Même chose pour la créativité dans les termes que tu as très bien rappelés. Et par rapport à la question posée, je pense que une façon d'y répondre d'abord, c'est d'insister sur les premiers jours de la vie, sur les premiers temps de la vie. C'est d'ailleurs dans l'actualité, parce que le président de la République va bientôt souligner des mesures sur les 1000 premiers jours, donc qui ne relèvent pas de l'éducation nationale, mais qui sont essentielles, et notamment tout ce qui se passe dans les crèches, tout ce qui se passe en matière de soutien aux familles. Et j'ai toujours dit depuis 2017, et même avant, que la première des priorités, c'était l'école primaire. Donc la première réponse à faire à cette question, c'est ce que nous avons fait pour l'école primaire. Le fait d'avoir installé l'instruction publique à 3 ans, et que nous avons mis en place un certain nombre de
est l'instruction publique obligatoire à 3 ans, est parfois quelque chose de sous-estimé dans le débat public, mais en réalité c'est très important. D'abord parce que ça souligne l'importance de l'école maternelle, et ça met l'école maternelle au centre, et par rapport au sujet qui est le nôtre aujourd'hui, l'école maternelle est fondamentale à bien des égards. Elle l'est parce que d'abord, elle est un peu un modèle de cette école où justement, quand même, traditionnellement, la créativité est encouragée, elle n'est pas étouffée. Mais elle est aussi l'école qui est un défi majeur pour tous les enjeux de réussite de l'enfant, puisque c'est d'une certaine façon l'école du langage. Si on n'a pas de langage, on n'aura pas de créativité. Et donc la question de la richesse du vocabulaire, la question de ce qu'on appelle la conscience pré-grammaticale, la question de la confiance en soi et de la capacité à créer, à se sentir à l'aise dans le groupe, tous ces sujets sont fondamentaux à l'école maternelle. Et l'enfant arrive à 3 ans, en général avec un appétit d'école, un appétit de vie aussi, une curiosité. Et le but de l'école va être d'entretenir cette curiosité et même de la développer. C'est un feu qu'il faut faire grandir. Je pense qu'elle y arrive plutôt bien en réalité. C'est le problème de l'intitulé de notre table, c'est qu'il n'y a pas de grands échecs de l'école maternelle aujourd'hui en France. Mais on peut faire beaucoup mieux. Et on peut aussi faire en sorte que cet élan qui commence avec l'école maternelle doit se poursuivre. Donc l'école maternelle, par exemple, dans les temps futurs, devrait être une école maternelle où ceux qui enseignent pourraient avoir un certificat spécifique pour bien connaître les enjeux de cette petite enfance. On sait que les sciences cognitives nous apprennent de plus en plus de choses sur la façon dont l'enfant entre dans les apprentissages, sur la façon dont on peut stimuler le langage et la créativité. Et donc il y a là un champ très important. Il y a aussi la question du taux d'encadrement à l'école maternelle. Là, c'est des sujets très pratico-pratiques, mais il faut rappeler que depuis que nous sommes là, nous continuons à créer des postes à l'école primaire, alors même qu'il y a moins d'enfants chaque année. Donc nous créons un taux d'encadrement de plus en plus favorable. Et on a même commencé à dédoubler les grandes sections de maternelle en réseau d'éducation prioritaire depuis 2 rentrées. Et donc on a aujourd'hui 20 000 enfants par an qui bénéficient de ça, de classe à 12 en grande section. Il y a évidemment ensuite la mesure qui est sans doute la plus connue et qui est en effet importante, c'est-à-dire le dédoublement des classes de CP et de CE1. Elle a un impact sur le sujet qui est le nôtre aujourd'hui, puisque c'est vrai que ces groupes à 12 permettent des progrès pédagogiques extrêmement importants et que nous en avons déjà les premiers retours, et c'est beaucoup sur cela qu'on compte pour réduire les inégalités, mais aussi stimuler la créativité des professeurs et créativité des élèves. Alors, je pourrais parler en toute l'heure, mais il faut que François s'exprime à son tour. Mais sur ce simple sujet-là, je crois que ce qui est important de souligner, c'est que, en même temps que nous faisons cela, nous insistons sur les savoirs fondamentaux. Et Ilana l'a très bien dit, donc je n'ai pas besoin de faire un long développement là-dessus, mais surtout, n'opposons pas la créativité à ce que serait l'ancrage assez classique, mais absolument indispensable, des savoirs fondamentaux. Par exemple, si on demande à des enfants d'apprendre par cœur de la poésie, est-ce qu'on fait quelque chose de classique et d'insupportable, ou est-ce qu'on est en train de stimuler la créativité ? Je pense que si je connais par cœur 20 poésies ou 100 poésies, bien sûr que ça stimule ma créativité. Pourtant, il y aura des beaux esprits pour dire « Ah mais non, il apprend par cœur c'est pas intelligent, ça stimule pas la créativité ». Je suis profondément convaincu qu'on ne doit absolument pas opposer les enjeux d'une certaine rigueur de l'apprentissage de la langue, d'une certaine connaissance par cœur de choses, qui sont le socle de la créativité et non pas le contraire de la créativité. Et que c'est en même temps que tout cela doit se passer. Exemple typique, c'est en effet l'enseignement de l'art. L'art est un élément de stimulation cognitive et un élément de créativité évident. Les enfants doivent baigner dans l'art lorsqu'ils commencent l'école. Et c'est par exemple très important d'entendre de la musique. Et vous savez à quel point nous tenons à ce qu'il y ait de la musique tous les jours, à ce que la rentrée se passe en musique, à ce qu'il y ait de plus en plus de musique. Et cette stimulation de la musique, elle est fondamentale. Mais ce n'est pas seulement en écoutant de la musique qu'on va développer la créativité. C'est bien aussi d'apprendre à chanter, d'apprendre à en jouer et donc d'avoir des méthodes pour y arriver. Donc il faut se garder de mettre derrière le mot de créativité l'idée d'un spontanéisme. Même les méthodes les plus avancées en matière de créativité, on pense par exemple aux fameuses méthodes Montessori, sont des méthodes en réalité extrêmement pensées sur le plan de la rigueur, de la transmission des apprentissages. Donc si on veut bien poser les termes du débat, on doit immédiatement ne pas opposer créativité et transmission des savoirs fondamentaux, mais au contraire estimer que l'un et l'autre vont complètement ensemble et se stimulent mutuellement et sont même
complètement entremêlés dans les pratiques pédagogiques. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui au travers des différentes formations, des différentes évaluations, des différentes stimulations du système, y compris en matière de formation des professeurs. On a déjà des questions intéressantes des internautes et on va y venir. Alors je me tourne vers François. François, j'ai rappelé tout à l'heure ton traumatisme quand ton fils est arrivé à l'école. Et j'aimerais que tu nous dises, en fait, voilà, quel regard tu portes sur l'évolution de l'école et surtout comme on est aujourd'hui un peu dans une prospective, hein, on est dans le construisons ensemble et continuons à construire ensemble cette évolution. Qu'est-ce que tu es toi, enfin, le CRI est à l'origine d'une approche très singulière, originale, dont tu vas probablement nous parler, qui s'appelle les Saventuriers. Alors, voilà, quel regard tu portes et je vais faire l'écho d'une question encore plus directe d'une de nos internautes. Si tu devais faire une recommandation au ministre, quelle serait-elle ? Mais tu peux répondre à tout ça en même temps. Mais en gros, ton regard sur le système tel qu'il existe aujourd'hui et ce que tu préconises effectivement pour allier ces exigences contradictoires de transmission et en même temps de créativité qu'on vient d'évoquer. Et alors, je te passe le micro et on va avoir le plaisir de voir ton visage pour répondre. C'est important. Merci. Je pense que la créativité, Ken Robinson en parlait dans ce fameux TED que beaucoup de gens ont dû voir, et il a écrit un certain nombre d'ouvrages sur le sujet. Un d'entre eux, qui s'appelle The Element en anglais, qui a été traduit. Ce qui est intéressant, c'est que dans cet ouvrage, il nous parle d'un prof de musique de Liverpool. Évidemment, en France, ça serait passé très différemment. Mais ce prof de musique de Liverpool a eu la chance d'avoir 2 des Beatles dans sa classe. Et il se trouve qu'il ne s'en est pas rendu compte. Et que donc il n'a pas contribué à leur carrière, alors qu'on pourrait se dire que quand même ça aurait été un sommet dans une carrière probablement. En Suisse, on sait qu'Albert Einstein a eu une scolarité un peu difficile aussi. Donc on voit qu'au moins à l'étranger et dans des périodes probablement révolues, la difficulté de l'école à promouvoir l'originalité de la pensée d'un certain nombre d'enfants est en fait en soi un problème. On sait aussi qu'un certain nombre d'enfants sont en situation de décrochage et ce n'est pas toujours pour des problèmes cognitifs, bien au contraire. Une partie de ceux qui ont des forts potentiels, un peu comme Einstein, ont des difficultés scolaires. Donc on voit que le système étant relativement uniforme demande un peu à tout le monde de rentrer dans des cases et que un certain nombre d'enfants ne se sentent pas aussi bien que possible dans cet environnement-là, vont éventuellement trouver leur voie par ailleurs, pour certains, mais pas tous malheureusement. Donc on a une difficulté par rapport à ça, et donc la capacité à prendre en compte l'élément, c'est-à-dire la capacité à trouver en chacun son élément, l'environnement dans lequel il va donner le meilleur de lui-même, il va pouvoir développer ses talents. C'est difficile parce qu'on a des programmes et il faut que tout le monde suive le même programme. Donc on a une espèce là aussi de contradiction et de complexité qu'il faut contribuer à essayer de résoudre. Il y a un concept japonais qui pourrait éventuellement peut-être nous aider à réfléchir à une partie de ce sujet, c'est le concept d'ikigai que certains d'entre vous doivent connaître, mais forcément pas tous. Et donc l'ikigai pour les Japonais, en tout cas quand on le résume de manière un peu rapide, c'est trouver ce que l'on aime, ce que l'on sait faire ou que l'on peut apprendre à faire. Je pense qu'il faut insister sur cette deuxième partie en particulier dans le contexte éducatif qui est le nôtre. Ce dont le monde a besoin. Et ça, il faut aussi être invité à comprendre la complexité du monde et les grands défis qui sont devant nous aujourd'hui, ceux du développement durable et ceux du Covid et ceux du climat, etc. Et puis, il y a aussi quelles sont les ressources et que je vais pouvoir trouver pour m'aider à développer ce sens. L'ikigai pour les Japonais, c'est le chemin qui permet de trouver du sens. Donc comment est-ce qu'on trouve son élément? Comment est-ce qu'on trouve son ikigai? Est-ce qu'on peut se poser la question à titre individuel? On peut se le poser à titre collectif. C'est quoi l'ikigai d'une école, par exemple, ou d'une université? Quand moi j'ai proposé cette question à un certain nombre de gens qui suivaient un MOOC qu'on avait créé sur l'idée de planète apprenante, où on avait commencé à travailler avec un rapport qu'on avait remis à Jean-Michel, à Muriel Pénicaud et Frédéric Vidal sur la notion de société apprenante. On avait commencé à réfléchir sur cette question et on s'était dit que
on avait interrogé les gens qui suivaient ce MOOC, et beaucoup d'entre eux nous ont dit que l'ikigai de l'école devrait être d'aider les élèves à trouver leur ikigai. Donc à trouver leur créativité. Alors on peut se demander comment est-ce que ça se fait en pratique. Et effectivement, le projet S'Aventurier, et hier j'étais à Creil où a été filmé un très beau documentaire sur cette capacité de l'école à émanciper les esprits. Et donc dans le cadre des S'Aventuriers, ce qu'on essaye de faire, c'est d'inviter les jeunes à cultiver ce questionnement, cette créativité, cette curiosité, mais en leur offrant la possibilité de trouver des mentors qui, en plus des enseignants, peuvent être des personnalités qui viennent de l'extérieur. Et en l'occurrence, en tant que chercheurs, dans le programme S'Aventurier, sont des chercheurs qui accompagnent la classe et qui aident à ce que le questionnement un peu enfantin initialement devienne progressivement un questionnement scientifique. Et donc cette capacité à développer cette curiosité, cette créativité peut se faire au contact de gens dont c'est le métier, et on peut former, nous formé plus de 30 000 enseignants sur ce genre de choses. Et donc je pense que en fait, le paradigme sur lequel nous on est parti, c'est l'idée que en fait on est tous nés chercheurs. Une des choses qui nous a mis là-dessus, c'est d'une part Alison Gopnik, qui est une chercheuse à Berkeley, qui a montré que en fait, le bébé, la manière dont il apprend à marcher ou à parler ou à explorer le monde, en fait, c'est très proche de la méthode scientifique, au sens où on fait des hypothèses sur le monde et on les teste, éventuellement on se casse la figure, on se relève et puis on apprend comme ça. Et donc cette capacité à faire des hypothèses, à expérimenter et à apprendre, eh bien c'est ce qu'on essaie de développer dans ces projets S'Aventurier. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait même les plus jeunes auteurs de publications scientifiques ont 8 ans. Mais c'était des enfants qui ont été mis dans ce genre de contexte de questionnement. Donc mon but, c'est pas que tous les enfants publient des articles scientifiques, mais c'est que tous les enfants puissent se questionner et puissent étayer leur questionnement en gravissant des épaules de géants et en allant toujours plus loin. Et avec l'idée qu'ils vont apprendre au moment où ils en ont besoin un certain nombre de bases pour favoriser ce questionnement. Et donc on peut arriver à faire ce genre de choses. Les S'Aventuriers marchent de la maternelle au lycée pro inclus. Donc on sait que ça peut fonctionner dans des environnements très différents. Et c'est vrai que je pense que cette idée qu'on est tous nés chercheurs, elle est vraie non seulement des élèves, mais elle est aussi vraie des enseignants. Et je pense que les enseignants sont aussi des chercheurs et que la plupart d'entre eux ont par exemple cherché comment faire face au Covid. Beaucoup d'entre eux se sont mis en réseau et ont appris les uns des autres. Et donc, comme dans la recherche, on apprend de ses pairs, on relève des défis, on peut les relever ensemble. Et donc, on a là aussi accompagné dans un dispositif qu'on a appelé prof-chercheur un certain nombre d'enseignants à relever des défis. Et ce qui est intéressant, c'est que très vite, on a eu des chefs d'établissement, des inspecteurs, un certain nombre de coordinateurs qui ont rejoint ce genre de dispositif en disant « mais nous aussi, on a des défis, nous aussi, on veut rechercher des solutions pour créer des collectifs qui vont pouvoir apprendre à relever le défi du Covid, le défi du confinement, du déconfinement, le défi d'une rentrée masquée, etc. » Et donc, je pense que cette capacité d'intelligence collective se nourrit de la créativité de chacun, mais doit être accompagné, catalysé, canalisé dans des dispositifs qu'il faut expérimenter. Nous, on a commencé à le faire, d'autres le font également, et je pense qu'il faut contribuer à les faire passer à l'échelle. Alors, ce qui est très intéressant justement dans ce projet S'Aventurier, dans cette approche pédagogique, je trouve, c'est qu'il y a justement cet équilibre entre essayer de développer ce que nous avons tous de chercheurs, mais sans tomber dans la démagogie, parce qu'il y a des mentors, parce qu'il y a la découverte de comment est-ce que le savoir scientifique se construit. Et du coup, il y a évidemment en même temps l'apprentissage de l'humilité. Hein. C'est pas je suis chercheur, il suffit que j'en sais autant que le professeur. Donc je trouve qu'il y a un équilibre très intéressant. Alors je me tourne vers le ministre pour dire qu'est-ce que ça t'inspire. Moi, évidemment, dans les réformes qui sont en cours, et il y a évidemment, et notamment la réforme du bac, où tu insistes beaucoup sur le goût, en fait, justement, où on retrouve l'ikigai, mais c'est évidemment une vraie révolution, hein, de dire on va essayer de faire en sorte que les jeunes ne choisissent pas la filière dont on a dit qu'elle était la bonne, le fameux on qui n'est pas moi, et de pousser les jeunes à choisir déjà, hein, une révolution ça se fait par étapes, mais je pense que c'est tout l'esprit de cette évolution, en tout cas,
du baccalauréat où on choisit les matières qu'on aime pour pouvoir les approfondir et peut-être du coup choisir son orientation en fonction de son appétence, de ce qu'on est profondément. Mais on voit bien que, alors comme on est dans la prospective, qu'est-ce que tu souhaites mettre en place pour accompagner cette orientation? C'est vrai que dans notre groupe de travail, Reconstruire ensemble, auquel François Tadei nous a fait l'amitié de participer en toute liberté, en toute indépendance, comme chercheur, et c'est important qu'on continue à avoir ce débat de manière perpétuelle avec des horizons différents, à partir d'horizons différents. Qu'est-ce qu'on peut imaginer, hein? Qu'est-ce que ça t'inspire, cet ikigai qu'on a commencé à mettre en place, mais peut-être faut-il aller plus loin dans l'éveil des vocations, dans ce qu'on a proposé d'ailleurs dans nos travaux du groupe de travail, de peut-être systématiser l'intervention de personnalités inspirantes de la société civile qui viennent parler de ce qu'ils font avec passion dans toutes sortes de carrières, y compris d'ailleurs justement toutes ces carrières de la santé, dans toutes ces dimensions qui ont été tellement valorisées pour de mauvaises raisons, mais finalement peut-être que ça peut donner des perspectives de valorisation de carrières qui sont méconnues des jeunes. Merci. Alors, il y a beaucoup de choses dans ce qui vient d'être dit. Je suis très à l'aise avec les expériences menées par François, que je connais je connais les expériences et François depuis longtemps, et mon rôle en tant que ministre, c'est aussi à la fois de donner une colonne vertébrale et un cadre permettant à ce type de choses de s'épanouir et d'être très attentif à ce que tout ce qui peut se passer en matière d'évolution pédagogique emmène tout le monde vers la réussite. Et on va évidemment être d'accord sur le fait que c'est le but, que tout le monde aille vers sa réussite et y aille à sa façon et en trouvant son excellence. Chaque enfant a évidemment un levier d'excellence et même plusieurs leviers d'excellence. Et c'est pourquoi la grande tendance et de notre système et dans l'ensemble des systèmes à l'échelle mondiale, c'est quand même de rechercher la personnalisation du parcours et d'être capable de regarder chez l'enfant ses forces et ses faiblesses. Et tout enfant en a des forces et des faiblesses, et de faire levier avec les forces et de ne pas faire échec avec les faiblesses. C'est évident, mais du coup, ça doit se traduire par toute une série de dispositifs concrets. C'est vrai que j'insiste toujours sur le fait que s'il n'y a pas le socle, le reste ne peut pas venir, quoi. Et par exemple, si on rate les enjeux de langage au début de l'école primaire, derrière, on peut avoir de considérables difficultés. Et tous les éléments d'épanouissement doivent être au service de ça, c'est-à-dire que ce soit l'art, que ce soit le sport, il faut parler du corps aussi dans tout cela, tous ces enjeux-là sont au service de ça. Alors, c'est vrai que la personnalisation, elle peut prendre un tour encore plus accentué au fil du parcours de l'élève. Et par exemple, je parlerai d'abord de la réforme de la voie pro que l'on a faite et dont on parle trop peu, et qui à mes yeux est une des réformes les plus importantes que j'ai pu avoir à mener, parce que justement elle fait droit à beaucoup de choses que François Tadei vient de dire. Et je pense par exemple à ce qu'on appelle la co-intervention dans le lycée pro désormais. Ça veut dire qu'on a deux professeurs ensemble pour un même groupe d'élèves, un d'enseignement général, un d'enseignement professionnel. Exemple, il n'y a pas très longtemps, j'étais dans un cours où c'était mathématiques et ébénisterie. Et quand on interroge les élèves, ils disent grâce à ce que je suis en train de manipuler, je comprends le concept mathématique qui me paraissait trop abstrait quand il était délivré tel quel. La co-intervention, aujourd'hui, c'est généralisé dans l'enseignement professionnel et ça va avoir beaucoup d'effets pour justement cette non-contradiction entre le conceptuel et le pratique. Idem avec ce qu'on appelle le chef-d'œuvre. Désormais, un élève consacre plus de 50 heures par an à ce qu'on appelle le chef-d'œuvre, c'est-à-dire un projet concret. Alors si c'est en ébénisterie, ça va être un objet, si c'est en informatique, ça va être un programme, mais en tout cas l'idée d'un projet que l'on doit présenter à la fin devant un jury. Et si on prend maintenant la réforme du lycée général et technologique, et donc la réforme du baccalauréat, qui est en général plus connue, plus connue et plus reliée par les médias, là aussi, ce que l'on a fait, c'est développer la créativité, développer les possibilités de combinaisons multiples pour les élèves et d'aller au plus loin de ce qui leur plaît. Et donc d'aller vers leur ikigai, c'est-à-dire de choisir. C'était très intéressant parce qu'une des choses qui se voit le plus, c'est qu'on a supprimé les séries S, ES et L, donc 3 couloirs assez standardisés pour un nombre très important de combinaisons possibles.
Et à partir du moment où on a fait cela, et certainement parmi ceux qui nous écoutent, il y a des parents d'élèves qui ont déjà vécu ça, voire des élèves, la grande question pour les élèves de seconde, c'était mais alors quelle est la bonne combinaison? Comment retrouver S? Et évidemment, cette question, elle est pertinente, mais il n'y a qu'une seule réponse, c'est choisissez ce que vous aimez. Choisissez ce qui vous plaît. Si vous avez la possibilité de prendre 3 matières que vous allez approfondir, qui sont celles qui vous plaisent, c'est exactement ce qu'on a voulu pour vous. Et si un élève de 16 ans n'est pas forcément capable, la plupart du temps, de dire le métier qu'il veut faire, ni même forcément les études qu'il veut faire après le baccalauréat, en revanche, il est parfaitement capable de dire ça j'aime pas. Et cette réponse simple, qui est en quelque sorte le premier pas de l'ikigai, va ensuite lui permettre de faire un chemin qui ira vers l'enseignement supérieur, vers un métier, par approximation successive, par un processus d'essai et d'erreur. Et la réforme du baccalauréat a complètement ouvert les chakras du système scolaire. Et elle envoie des messages à l'ensemble du système scolaire en amont. Exemple type, le grand oral au baccalauréat envoie un message à l'ensemble du système scolaire, jusqu'à la petite section de maternelle, qui est l'importance de l'oral, l'importance de s'exprimer, l'importance d'écouter, l'importance d'argumenter, l'importance de développer la confiance en soi de chacun, de s'extravertir, autant de choses qui ne sont pas les points forts du système français jusqu'à présent, qui relèvent de la créativité, et que nous sommes en train de stimuler très très fortement au travers du grand oral, parce que c'est par l'aval que l'on envoie des signaux à l'ensemble du système. Donc par exemple, aujourd'hui, ça stimule les pratiques théâtrales, ça stimule les pratiques d'éloquence, ça pratique les pratiques poétiques, ça stimule même l'éducation physique et sportive, parce qu'elle contribue à cette expression corporelle et orale que nous voulons encourager. Donc les réformes sont faites pour créer à la fois le cadre, la colonne vertébrale et les stimuli de la créativité. Et donc je pense que ce qui est très souhaitable, c'est en effet la personnalisation du parcours et le fait que cette personnalisation garantisse un épanouissement de l'élève et l'acquisition de compétences réelles au fil du temps. Et donc c'est tout sauf un spontanéisme, c'est plutôt la construction d'un parcours pour chacun, mais en donnant des bases solides étape par étape. Alors, ce qui nous était apparu dans notre réflexion, c'est que la plus grande urgence, si on pouvait la résumer, c'est refaire société à l'école. C'est-à-dire que toi, tu appelles de tes voeux la construction d'une école de la confiance, mais en même temps, tu pointes bien d'ailleurs dans ton ouvrage, et je pense que c'est toujours ta conviction aujourd'hui que c'est un processus, c'est évidemment un horizon qu'on essaye d'atteindre, mais il faut s'interroger sur où on en est de ce processus. Et ce qui nous est apparu, c'est que pour refaire société à l'école, il faut arrêter de penser les profs d'un côté, les parents de l'autre, les élèves de l'autre, et il faut que tout soit pensé ensemble. Et je pense que cette notion de créativité, on doit s'interroger pour chacun des acteurs principaux de l'école, sur leur lien avec cette créativité, cette liberté quelque part, parce que c'est difficile de transmettre la créativité si moi, comme prof, quelque part, j'en manque dans ma pratique. Et donc, alors, je vais passer un peu plus rapidement, alors peut-être qu'on va passer à un rythme un peu plus rapide aussi dans vos réponses pour qu'on puisse ensuite passer aux questions de la salle et des participants internautes qui sont nombreux à nous suivre. Je voudrais faire un petit focus justement sur les professeurs et pour aller un petit peu vite, résumer très rapidement et puis donner la parole à François qui nous a beaucoup inspiré sur cette question, savoir justement le professeur, qu'est-ce qui fait qu'il peut avoir confiance dans le système. Alors évidemment, on ne va pas reparler des questions des revalorisations sur lesquelles on avait insisté, parce que c'était pour nous, et tu l'as confirmé ces jours-ci, et donc je pense que c'est quelque part une question qui est en cours de règlement, et c'est absolument fondamental, puisqu'on avait ce retard par rapport aux professeurs de l'OCDE, mais plus fondamentalement, on s'est interrogé sur qu'est-ce qui pouvait rétablir cette confiance, et justement, l'une des réponses, c'était sous l'angle de cette créativité, de l'indépendance et de l'autonomie des professeurs. On est dans un système d'éducation nationale, on y est attaché parce que c'est aussi une garantie de justice territoriale, que tout le monde ait un baccalauréat, un diplôme respecté, mais on sent bien qu'il y a une question à poser autour de l'autonomie des établissements, l'autonomie du professeur dans sa manière de faire, son rapport à l'inspecteur. Enfin, il y a peut-être quelque chose à faire évoluer de ce côté-là. Et je pense que la crise, là encore, a montré combien certains professeurs ont pu faire preuve d'une inventivité, d'une entraide et qui a été extrêmement bénéfique. Donc, je me tourne vers François parce que ce qui nous est apparu,
et François, j'aimerais que tu nous en dises quelques mots, c'est que quand on regarde les systèmes éducatifs qui sont les plus performants aujourd'hui, sachant que la France n'a pas à rougir, bien entendu, ce sont les systèmes qui investissent de manière extrêmement massive dans la recherche, et pas n'importe quelle recherche, une recherche participative. Tu vas nous en dire quelques mots, François. Et donc, la question que je pose, alors là, du coup, en mettant aussi ma casquette de député européen, un mot de François et ensuite une réaction et une réponse du ministre. Est-ce qu'il ne faut pas, alors au niveau français, mais peut-être au niveau européen, identifier des défis qui sont absolument évidents, qui sont ceux de l'intelligence artificielle, qui sont ceux de l'intelligence collective, et faire vraiment aujourd'hui, justement, dans cette période que nous vivons, un pas en avant pour ce qui est de l'investissement européen en matière de recherche éducative et pédagogique pour véritablement faire de l'Europe une puissance éducative, ce qui est une expression du président de la République. Alors, un mot, François, peut-être pour éclairer nos auditeurs, les participants au débat, sur justement l'importance de la recherche en matière de pédagogie. En fait, moi, je viens de la recherche biomédicale. Si l'espérance de vie a progressé autant qu'elle l'a fait depuis le 19e siècle, c'est que depuis au moins Pasteur, on fait, et même avant, des recherches en ce sens, et que ces recherches ont donné naissance non seulement à l'Institut Pasteur, mais après à l'INSERM, à des centres hospitalo-universitaires, et à des budgets qui, en proportion de la dépense publique sur la santé, sont très élevés. Malheureusement, j'ai jamais eu des chiffres très précis, en tout cas quand je préparais un rapport que j'ai pu te remettre, ou un que j'ai pu remettre à Najat Vallaud-Belkacem, sur quel est exactement le pourcentage et la dépense publique en R&D éducative, mais autant qu'on puisse faire des estimations, par exemple en regardant le nombre de thèses qui ont été faites dans ce domaine et en le comparant aux thèses faites dans le domaine il y aurait jusqu'à un facteur 30 d'écart entre les deux. Et on voit bien de toute lumière qu'il n'y a pas d'INSERM, qu'il n'y a pas d'équivalent dans le domaine de l'éducation et des apprentissages tout au long de la vie, j'ajoute, parce que c'est à la fois ta responsabilité, mais il y a évidemment tout ce qui se passe dans le supérieur ou dans la formation continue, et on apprend tous partout et de plein de manières aujourd'hui. Et on voit bien que pendant ce temps-là, nos amis américains ont des budgets de R&D sur ces thématiques, en particulier les GAFAM, qui sont beaucoup de budgets privés, mais il y a aussi des budgets publics très importants, que nos amis chinois le font à leur manière. J'étais il y a 1 an et demi à Pékin, congrès mondial organisé par l'UNESCO sur intelligence artificielle et éducation, et nos collègues chinois annonçaient la création de 30 centres de recherche en IA et éducation. Nous, en même temps, Cédric Villani avait poussé à ce qu'on crée 5 centres, enfin 5 grandes priorités sur l'IA, mais intelligence artificielle. Intelligence artificielle, pardon, mais l'éducation ne faisait pas partie des 5 priorités qui avaient été recommandées au gouvernement à ce moment-là. Donc, on voit bien que on a un certain nombre d'endroits dans le monde dans lesquels ce sont des priorités, et que pour l'instant, en France, malgré l'existence d'un conseil scientifique dont on se réjouit évidemment et dont on peut apprécier la qualité par ailleurs, on voit qu'il n'y a pas les budgets pour transformer fondamentalement l'éducation et les apprentissages à tous les âges de la vie. Et donc, je pense très honnêtement que tant qu'on n'aura pas ces budgets, et c'est de l'ordre typiquement dans le domaine de la santé, mais dans beaucoup de domaines où le monde évolue, et l'éducation en fait partie, il n'y a pas une entreprise qui n'investit pas de l'ordre d'1% et plus pour sa transformation. Donc, tu connais mieux que moi les budgets de l'éducation nationale, je doute qu'il y ait 1% qui soit consacré à la R&D, des nouvelles manières d'apprendre et cet accompagnement. Et malheureusement, les universités, très honnêtement, elles font de la recherche sur beaucoup de sujets, mais trop rarement sur elles-mêmes, et sur leur capacité à écouter leurs étudiants, les faire progresser différemment, les accompagner dans ce besoin de relever ces défis collectifs. Et donc ce besoin d'accompagner les enseignants, les élèves, les étudiants, les apprenants de tous les âges pour mieux comprendre la
transformation des modalités d'apprentissage et le besoin d'une intelligence collective pour résoudre ces grands problèmes complexes. Déjà, le Covid, on a du mal, mais le climat, c'est pas mieux, et on voit bien que ça crée beaucoup d'angoisse chez les jeunes. Et donc cette angoisse qui va croissant, la détresse à tous les âges, il y avait déjà un facteur 4 sur une vingtaine d'années, au moins pour les étudiants, où ça a été bien mesuré. Et le Covid, on nous annonce que ça triple encore, donc ça devient plus que problématique. Et donc je pense qu'il faut une recherche qui inclut l'ensemble des dimensions, y compris celle du bien-être, y compris celle de comment je me projette positivement dans un monde qui fait de plus en plus peur. Donc comment est-ce qu'on redonne de l'espoir et de l'envie de s'investir dans l'avenir si notre présent est bouché par le Covid et notre avenir est rendu quasiment impossible par la transition climatique. On voit qu'il y a une angoisse profonde et un besoin de réinventer non seulement les manières d'apprendre, mais les capacités de cette génération à relever ces défis complexes. Merci beaucoup. Bon, il y a une fois de plus beaucoup de dimensions de la question. Alors, premièrement, je suis totalement d'accord, avec l'affirmation selon laquelle il faut de la recherche comme matrice de nos progrès. C'est vrai dans tous les domaines et c'est évidemment vrai dans le domaine de l'éducation. Deux, je suis d'accord avec l'idée que l'échelle européenne est une échelle très appropriée pour donner cet élan, notamment par les moyens, et permettant ensuite d'avoir une vision un petit peu cohérente et en réseau dans l'ensemble de l'Europe sur ce qui se pense et s'étudie en matière d'éducation. Ensuite, donc totalement d'accord sur le principe et même sur le projet, c'est-à-dire ce qu'on doit stimuler dans le futur, c'est cette accentuation des moyens de recherche et puis une vision européenne du sujet. Ensuite, je serais un peu moins pessimiste sur le tableau actuel, puisqu'en fait, il ne se passe pas rien. Et par ailleurs, totalement d'accord avec la nécessité de l'optimisme de façon générale. Donc j'en profite d'abord sur ce point-là. Il faut qu'on arrête d'avoir des discours gris sur l'avenir de la jeunesse, sur l'avenir de la planète même. Et dans la période actuelle, on doit faire levier avec les difficultés que nous traversons. Et la crise que nous traversons nous montre bien qu'à la fois, elle crée de multiples difficultés. Et je suis le premier à parler de catastrophe sur le plan éducatif à l'échelle mondiale. Hier, je parlais des enjeux en Amérique latine, par exemple, actuellement des systèmes éducatifs, avec des confinements qui se développent un peu partout, des élèves qui ne vont plus à l'école pendant des mois et des mois. C'est absolument catastrophique. Il faut d'ailleurs saisir à quel point en France, on réussit quand même à minimiser ce problème, à arriver à ce qu'il soit pas si grave que ce qui se passe dans bien d'autres pays dans le monde. Et donc, les problèmes sont énormes, les réponses sont très intéressantes aussi. C'est-à-dire que la crise nous amène à de l'inventivité, à de la créativité, à du sens collectif, qui est un des mots-clés pour l'avenir, et à de l'inventivité. Et on le voit de multiples manières, y compris sur le plan éducatif. Je pense que dans les mentalités et dans les techniques, la crise fait passer plusieurs étapes à la fois. Par exemple, dans l'enseignement à distance, c'est une évidence, mais même dans de bons usages du numérique. Ensuite, sur le tableau de ce qui se passe actuellement. Bon, d'abord, il faut légitimer la démarche. Elle ne va pas de soi. Nous, on en est convaincus. Tout le monde n'en est pas. Quand j'ai créé le Conseil scientifique de l'éducation nationale, ou quand j'ai fait des démarches d'évaluation qui sont à la base d'une approche scientifique, c'est-à-dire être capable de faire un diagnostic de la situation, je suis très souvent très critiqué, caricaturé. On parle de scientisme, de vision mécanique de ce qu'est l'éducation, etc. Ce qui n'est absolument pas le cas. À partir du moment où on parle de science, on parle de complexité, on parle de pragmatisme, on parle aussi d'humanisme. Ce sont les mots qui vont avec. Néanmoins, le mot science fait parfois peur appliqué à l'éducation, parce que certains répondront, mais l'éducation est un art qui échappe à la science, en quelque sorte. Et de nouveau, on est dans une fausse opposition. L'éducation, oui, c'est un art. C'est effectivement un art, mais cet art peut s'étudier, se travailler et faire l'objet de recherches. Et donc on ne doit pas opposer science et art, mais au contraire considérer que la dimension humaine va de pair avec une dimension de progrès par la recherche. Donc il faut déjà légitimer la démarche. Ensuite, il faut s'en donner les moyens d'organisation et de moyens financiers. En ayant fait un conseil scientifique de l'éducation nationale, on a créé une matrice aujourd'hui sur l'impact de la recherche sur l'éducation qui est très importante. Exemple, les évaluations qu'on fait en début d'année, de CP, de CE1, de 6e, de seconde, sont conçues
avec le conseil scientifique, qui a élaboré des outils qui aujourd'hui sont parmi les plus avant-gardistes du monde pour voir les compétences les plus fines d'un enfant, notamment en langage et en mathématiques. Donc on n'a pas à rougir sur bien des choses. J'ai été évidemment très attentif à ce qu'un certain nombre de budgets, notamment dans le programme d'investissement d'avenir, ce qu'on appelle le PIA, et demain le plan de relance, permettent d'alimenter la recherche. Exemple, on a lancé un appel d'offres sur une machine conversationnelle en langue étrangère pour que les enfants à l'école primaire puissent améliorer leur niveau linguistique. Et ça va déboucher sur un usage de l'intelligence artificielle dans le domaine des apprentissages linguistiques, qui sera sans doute une innovation française à une échelle internationale. Donc et puis on a évidemment des laboratoires. Il y a quelques institutions qui ne sont pas l'équivalent de l'INSERM, mais l'Institut français d'éducation à Lyon est une institution d'études des enjeux éducatifs, alors qui peut sans doute s'améliorer et se développer. On a créé ce qu'on appelle la chaire CNESCO, qui est au CNAM actuellement, qui a été là aussi une transformation d'une institution qui existait pour avoir une chaire et des moyens pour la recherche. Il y a tout ce que fait François au CRI, et qui est extrêmement important et qui finit par, année après année, par développer tout un réseau et toute une dynamique. Donc le tableau n'est pas si mauvais, il est même, je pense, en grand progrès, mais, et là on va être complètement d'accord, on doit maintenant passer à l'étape suivante, que ce soit sur le plan financier, comme disait François, mais aussi sur le plan de la cohérence de tout cela, pour donner de la force, et puis des habitudes de terrain. C'est vrai que l'esprit scientifique, l'esprit de recherche, doit irriguer l'ensemble de notre système éducatif, et c'est pourquoi on doit développer les expérimentations et le fait que les professeurs sont acteurs de ces expérimentations et sont heureux de cela. Donc oui, la recherche est essentielle en éducation. Oui, on doit aller plus loin. Mais oui, on est sur ce chemin actuellement et donc je serais assez optimiste sur cette question. Oui, alors je prends effectivement sur l'Europe. J'ajoute une dimension qui est celle de la recherche participative, hein, c'est-à-dire peut-être que c'est un élément qu'on doit développer davantage, c'est-à-dire partir des problèmes rencontrés par les professeurs pour que la recherche soit dans ce dialogue avec ce que tu appelles l'art, ce qui est assez joli, hein, l'art de l'éducation tel qu'il est pratiqué par les professeurs dans les classes. Mais je pense que ça, c'est une clé aussi pour que justement réconcilier peut-être ceux qui sont plus réfractaires, pour dire que effectivement on doit répondre à des questions qui se posent. Et juste un point effectivement d'éclairage sur l'Europe, c'est-à-dire que vous savez que dans le domaine de l'éducation, les États membres sont effectivement les traités prévoient que chaque pays est effectivement responsable et autonome en matière d'éducation. On ne veut pas que l'Europe vienne imposer. Donc ça ne fait pas partie des compétences européennes. Par contre, c'est une compétence d'appui. Et je pense, moi, qu'on est à un moment, et en tout cas je m'y attelle, moi, au Parlement européen, où on peut dire que il ne s'agit pas d'imposer, mais peut-être d'identifier un certain nombre de défis que nous partageons, et pour passer l'échelle, pour arriver vraiment à des réponses qui soient véritablement comparables avec ce qui peut se faire en Chine, en Asie, notamment, eh bien, il faut que nous, là, il y a une vraie pertinence européenne, comme tu le disais. Donc, et j'ajoute que je sais que tu plaides pour un institut européen des professeurs, hein, c'est-à-dire pour que la mobilité des professeurs, l'échange, soit beaucoup plus développé au plan européen. C'est une de nos ambitions d'ici de l'arrivée de la présidence française. Hein, on va essayer de pousser tous ces sujets-là. Donc je crois qu'il y a... Merci de l'avoir rappelé. Et en tout cas, je pense que c'est des sujets qui sont vraiment... L'idée, c'est d'être vraiment, non pas dans une recherche abstraite, mais vraiment dans quelque chose qui transforme dans le sens qu'on a évoqué ici ce matin, la pédagogie et fait véritablement devenir une réalité cette révolution quelque part de l'éducation que nous appelons de nos voeux. Alors une dernière question et ensuite on va passer aux questions de la salle, en priorité du côté donc du campus Centre Val-de-Loire et Pays de la Loire. Je voudrais qu'on dise un mot des parents d'élèves qui est dans la triade, voilà, la troisième composante de ces acteurs de la communauté éducative. Peut-être dire un mot, Jean-Michel, de l'importance à quelques
semaine des élections des représentants de parents d'élèves, de l'engagement des parents d'élèves à l'école. On sait que c'est un peu en perte de vitesse. Alors je voudrais peut-être une réponse de ta part un peu générale pour peut-être encourager justement cette participation des parents d'élèves à cette démocratie scolaire. Et je voulais te faire une remontée. On a fait Je m'engage pour l'école, donc qui est le collectif citoyen que j'ai créé. D'ailleurs, vous voyez qu'on porte tous les badges Je m'engage pour l'école ce matin, qui est un collectif qui réunit justement des professeurs, des parents, des membres de la société civile pour faire avancer l'éducation ensemble. Eh bien, il y a une chose qui est remontée de manière extrêmement massive, quasi unanime. Je dirais qu'on est à plus de 90% de oui, une demande du vote électronique, de la possibilité d'un vote électronique pour les élections de parents d'élèves. Donc je sais que dans une proposition de loi qui est en cours d'adoption définitive, une expérimentation est prévue, mais est-ce que sur le principe, pour la rentrée prochaine, ce serait quelque chose auquel tu serais favorable? C'est une question donc, qui émane de la consultation Je m'engage pour l'école. Oui. D'abord, c'est toujours important de souligner que la participation des parents, l'engagement des parents dans la scolarité de leur enfant et la scolarité de tous les enfants de l'école où leur enfant est scolarisé est un sujet essentiel. Ce n'est pas du tout un petit sujet marginal qui vient s'ajouter aux autres sujets. Les études montrent d'ailleurs que les deux grands facteurs qui font réussir un système scolaire, et donc les enfants, c'est premièrement la formation des professeurs, et deuxièmement, la participation des parents, c'est-à-dire le fait que les parents ne se déchargent pas sur l'école de tout, mais qu'au contraire, ils fassent partie d'une communauté éducative. Et de façon générale, tous nos progrès, beaucoup de nos progrès en tout cas, sont reliés à notre capacité à être beaucoup plus collectif. C'était un peu présent dans ce qu'on a dit jusqu'à présent, mais notre ennemi, c'est l'individualisme. C'est d'avoir une vision cloisonnée de ce qui se passe pour chacun. C'est vrai à l'échelle des enfants, c'est vrai à l'échelle des adultes. Et donc, concrètement, ça veut dire qu'on doit favoriser le travail collectif. Hein. Tout ce qu'on a dit tout à l'heure sur la maternelle ou l'élémentaire, c'est comment on apprend à l'enfant parce que l'expérience des aventuriers, c'est ça aussi, c'est travailler à plusieurs, avoir des valeurs ajoutées complémentaires. Idem dans le monde adulte. Là, dans le Grenelle de l'éducation nationale que l'on va lancer, un des mots-clés, c'est coopération. C'est-à-dire comment on fait que les professeurs travaillent plus ensemble, mais aussi coopération entre l'ensemble des acteurs. Et trop souvent, en France et aussi dans d'autres pays, on voit ça sur un mode conflictuel, c'est-à-dire les parents réclament quelque chose, l'institution le leur donne plus ou moins, et comme s'il devait y avoir un rapport de force, alors que c'est un rapport... On fait signe en régie qu'en fait, évidemment, je me suis laissée emporter par le côté totalement passionnant de nos échanges, et si on veut prendre quelques questions, c'est tout de suite ou jamais. Alors donc oui au vote électronique, et je passe la parole aux questions. Bon, merci. Alors, ce qu'on va faire, on va donner priorité donc à nos amis qui sont au campus Centre Val-de-Loire et Pays de la Loire. Si vous avez des questions, je vous propose de les poser les unes après les autres, parce qu'on a vraiment quelques minutes, et on essaiera de vous répondre. Et de toute façon, voilà, on peut le faire aussi au-delà des quelques minutes qui nous sont imparties. Mais est-ce qu'il y a des questions? Donc, ne soyez pas timides, parce que nous avons très peu de temps. Donc, nous accueillons avec plaisir quelques questions, s'il y en a. Et oui, il y a des mains qui se lèvent, donc on vous écoute. Et merci d'être bref, parce que sinon, on ne va pas pouvoir avoir le temps d'y répondre. Et toutes mes excuses par avance, voilà, de m'être laissé emporter par le côté... Voilà, par ma passion. Est-ce qu'on a du son pour le campus? Madame. Donc ne soyez pas timide, parce que nous avons très peu de temps. Donc nous accueillons avec plaisir quelques questions aussi, il y en a. Oui, oui. Nous avons 5 questions. Mes excuses par avance. Bonjour madame, monsieur le ministre. Donc c'est Tiana Rana Rivello, je viens de Chartres. Je suis ATSEM qui travaille avec la directrice qui s'occupe des petites sections. Donc cette année, on a 21 petites sections. Donc ma question c'est, là on a parlé beaucoup des maîtresses, des instituts, mais pas vraiment les personnes qui s'occupent, qui restent avec les enfants de 8h20 jusqu'à 16h30
On a une pause de 20 minutes, donc on a toujours les enfants. Donc pendant la pré-rentrée, les instituteurs nous a demandé de parler correctement aux enfants. Ça veut dire de bon langage. Si jamais un enfant est venu dire « j'ai un bobo », il faut qu'on rectifie « je me suis fait mal ». Donc ma question, comment peut-on faire pour aider un peu plus les ATSEM et faire former un peu plus les ATSEM? Donc c'est la collaboration entre la collectivité et l'éducation nationale. Et une autre question, en tant que parent d'élèves collégiens indépendants, l'art plastique au collège, avoir un professeur d'art plastique de 6e au 3e, des fois ça bloque un peu la créativité parce que quand ça se passe mal le 6e, jusqu'au 3e, ils vont avoir le même prof. Merci beaucoup. Ils nous ont accordé 5 minutes de plus. Allez-y, monsieur. Oui, bonjour Monsieur le Ministre. Bonjour Monsieur le Ministre. Moi, je suis Hugues Brun, je suis le tout nouveau maire modem de Savigny-sur-l'Artois, un petit village du nord-ouest tourangeau. Et en fait, je viens ici porter le cri de désespoir des territoires ruraux pour justement ce nouveau concept. Là, je suis allé voir sur Google, Ikigai, joie de vivre. Et nous, dans nos territoires ruraux, dans les écoles, c'est difficile d'avoir de la joie de vivre quand on voit l'état des écoles primaires, élémentaires, collèges. J'ai découvert ça avec effroi, mais vraiment avec effroi, quand on voit que l'école primaire de Savigny-sur-l'Artois n'a pas de préau, que les enfants n'ont pas d'endroit pour se protéger de la pluie, que les institutrices font sortir les élèves à fur et à mesure pour qu'on ait assez d'espace pour les protéger, que mon collège, la moitié des classes, ce sont des algécos, que mon gymnase, c'est un hangar. Enfin, tout ça fait que, sincèrement, on aimerait, dans ce petit territoire du nord-ouest tourangeau, que les services de l'État viennent nous voir et nous redonner justement cet ikigai et cette joie de vivre. Merci de votre attention. Alors, écoutez, je suis très heureuse que le concept d'ikigai fasse déjà école. Alors, je suis désolée de ne pas prendre... On va répondre à ces deux questions qui sont des questions importantes. Jean-Michel, tu as la parole. Oui, merci pour vos deux questions. Il y a un petit décalage de son, donc je ne sais pas si vous m'entendez en direct. Mais s'agissant de la première question, enfin, les deux questions sont vraiment très importantes et convergentes. S'agissant de la première question, c'est vraiment... L'école est un collectif. Donc il y a pas seulement les professeurs et les élèves, mais toute une série d'adultes qui agissent. Les parents, on en a parlé, les ATSEM, quand on parle de l'école maternelle, et puis d'autres adultes qui sont là. Et tous les adultes contribuent à l'éducation de l'enfant. Et donc je prends moi très au sérieux la fonction d'ATSEM, qui en effet renvoie à une coopération entre communes, dont relèvent les ATSEM, et puis éducation nationale, dont relèvent les professeurs. Et il est très important qu'il y ait une culture partagée. Les choses marchent bien, par exemple, tout simplement quand les gens s'entendent bien dans une école, et que les ATSEM contribuent à l'éducation des enfants, comme ça vous a été dit, à très juste titre, quand on a dit soyez attentifs à la manière de leur parler aux enfants, parce que oui, tout le monde, les ATSEM comme les autres, participent à cette école du langage qu'est l'école maternelle. Concrètement, ça veut dire que les enjeux de formation sont importants et que souvent, ATSEM et professeurs d'école maternelle doivent bénéficier d'un certain nombre de formations continues qui permettent d'être toujours à jour et d'avoir tout simplement les meilleures compétences au service des enfants. Sur ce que vous avez dit sur l'art plastique, sur l'exemple que vous avez donné, il n'est pas facile parce que c'est de répondre à ça, mais je pense que là aussi la réponse elle est dans le collectif, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des projets qui impliquent plus d'un professeur
sur les sujets artistiques. Et enfin, je réponds rapidement sur ce que vous avez dit, monsieur le maire. J'y suis très sensible. Nous sommes en soutien de l'école rurale par les moyens humains, en créant des postes et en ayant dit cette année qu'il n'y aurait pas de suppression d'écoles ni même de classes en milieu rural sans l'accord du maire. C'est une mesure inédite. Et je plaide pour que l'école rurale soit l'outil du renouveau rural. Autrement dit, que l'école rurale fasse revenir des gens en milieu rural, des familles en particulier avec des jeunes enfants, parce que l'école rurale fait envie. Je rappelle que l'école rurale fait plus réussir en moyenne que l'école urbaine, tout simplement parce qu'il y a les ingrédients dont nous parlons depuis le début. L'ikigai justement d'une école rurale, c'est souvent plus d'humanité, plus de coopération, plus de nature autour. Donc il y a de vrais atouts et on ne doit jamais voir l'école rurale comme étant fatalement en déclin. Néanmoins, il y a les problèmes que vous dites. Et par exemple, en l'occurrence, des problèmes plutôt physiques. Et là, il y a des éléments de contexte extrêmement favorables pour changer les choses, puisque le plan de relance prévoit beaucoup de moyens sur la relance du bâti dans un sens écologique. Et donc, pour un maire comme vous, il y a vraiment des solutions très concrètes aujourd'hui, parce que si vous préparez bien vos dossiers pour le 1er janvier prochain, oui, l'État va soutenir les collectivités locales dans la rénovation des écoles, notamment dans un sens écologique, mais c'est l'occasion de faire d'une pierre plusieurs coups, et donc d'avoir des écoles rénovées en milieu rural comme en milieu urbain. Donc oui, il y a un espoir sur le plan humain, sur le plan des moyens humains, mais aussi sur le plan physique dans le contexte du plan de relance. On va prendre une question de l'autre campus. Donc là, c'est on a entendu jusqu'à présent les Pays de la Loire. Et là, on passe au centre Val-de-Loire. On y va pour une question. Il y en a, mais c'est le décalage. Je veux bien meubler, hein, mais ça va. Ils ont une question ou pas ? Il y en a un qui a une question. Alors, est-ce qu'il y a une question du côté du centre Val-de-Loire ? Sinon, on repasse au Pays de la Loire. Et ce sera notre dernière question. Merci d'être concis. On vous écoute, monsieur. Je suis Daniel Choubou-Tchadier, parent d'élèves. J'avais une question concernant les formations universitaires qui forment dans le domaine scientifique, économique et qui notamment délivrent des masters qui sont moins cotés que les diplômes délivrés par les écoles de commerce, les établissements privés, dans les mêmes filières. Et cela se traduit par un taux d'employabilité des étudiants des filières universitaires beaucoup nettement inférieurs que les étudiants qui sortent de ces écoles-là. Alors, ma question, c'est de savoir que faire, quelles réformes mettre en place pour valoriser encore plus de formations universitaires, notamment les masters universitaires. Merci. Bonjour, je m'appelle Christelle Pragnon, je suis en marche dans le département d'Indre-et-Loire et je voulais remercier François Tadei d'avoir... Bonjour, je m'appelle Christelle Pragnon, je suis en marche dans le département d'Indre-et-Loire. Je remercie François Tadei d'avoir parlé de la formation tout au long de la vie. J'ai lu son rapport sur la société apprenante après son intervention à l'Université d'hiver de la formation professionnelle, où j'ai découvert son approche. Et nous sommes ici pour notamment des enjeux de territoire. Pourrait-il exposer ce qu'il préconise comme action des territoires pour les apprentissages tout au long de la vie ? Alors,
Alors, on avait quand même une question des Pays de la Loire, mais on a malheureusement un problème de son. Donc, j'encourage en fait en plus un jeune intervenant à nous écrire et on lui répondra personnellement. Réponse donc rapide du ministre, puis de François Tadei, et puis on conclura. Donc François Tadei vous répond. Alors, sur les universités, moi je pense que les universités ont une grande chance, c'est qu'elles sont... On y trouve des enseignants-chercheurs. Et que je pense qu'on est dans un monde où la recherche joue un rôle toujours plus essentiel et que donc la force, aussi bien en licence, en master et a fortiori en doctorat des universités, c'est le fait que les étudiants y sont accompagnés par des enseignants-chercheurs de manière systématique et que ça permet de développer un certain nombre de perspectives. Je pense qu'une des difficultés actuelles, c'est que le Conseil national des universités a un certain nombre de disciplines qui sont prédéfinies et c'est plus difficile de faire émerger un certain nombre de sujets qui peuvent être professionnalisants. Et d'ailleurs, historiquement, les grandes écoles ont en moyenne su plus rapidement se positionner sur des sujets émergents que les universités pour cette difficulté. Mais je pense qu'il y a une réforme des capacités, il y a plus d'autonomie dans les universités aujourd'hui. Et j'espère qu'on devrait pouvoir arriver à faire évoluer plus rapidement les formations universitaires pour qu'elles puissent se saisir des enjeux, par exemple, de l'intelligence artificielle et dire que en fait, cette question-là, elle est transverse et elle peut être traitée aussi bien en droit qu'en informatique, en sciences humaines, qu'en sciences ou en médecine. Donc je pense qu'il faut dynamiser et décloisonner en fait, les formations universitaires et encourager les étudiants à être force de proposition pour faire évoluer les parcours universitaires. Et je pense qu'on n'écoute pas suffisamment quelque part les étudiants. Et moi, je pense que leur donner la parole sur quel type d'université ils voudraient permettrait de les faire évoluer vers, par exemple, plus de réflexion sur les enjeux climatiques, qui sont des sujets sur lesquels les jeunes se mobilisent très spontanément, mais pour lesquels, pour l'instant, il n'y a pas encore suffisamment d'accompagnement. Pour répondre sur la question sur les territoires, je pense qu'on peut essayer de créer ce que moi j'ai tendance à appeler les territoires apprenants, c'est-à-dire des territoires sur lesquels l'ensemble des acteurs sont invités à mutualiser les apprentissages. Et je pense qu'on peut créer sur tous les territoires des tiers-lieux. Il en existe déjà beaucoup et on peut en créer toujours plus, qui sont des lieux où on peut se croiser pour apprendre ensemble à relever les défis que l'on a sur ce territoire et on peut mutualiser les apprentissages et on peut faire que au lieu d'une formation qui soit uniquement très structurée comme aux plus jeunes, on puisse co-apprendre et faire en sorte qu'on puisse favoriser les apprentissages entre pairs. Je pense que c'est déjà vrai chez les plus jeunes, mais c'est a fortiori vrai pour les adultes qui peuvent mutualiser sur un territoire. Et si vous voulez apprendre quelque chose, la probabilité que quelqu'un d'autre sur votre territoire l'ait déjà appris, que vous puissiez être mis en relation avec lui, je pense que ça peut fonctionner. Et ça fonctionnera d'autant mieux qu'on combinera en fait les approches numériques et présentiel, parce que si le numérique peut vous aider à rencontrer des gens en présentiel, il peut vous aider à identifier des gens à l'autre bout du territoire ou éventuellement à l'autre bout de la France ou même à l'autre bout du monde pour vous mettre en relation avec eux et créer des masses critiques d'individus et de collectifs qui veulent ensemble relever ces défis des territoires et nos défis à la fois personnels, locaux et globaux. Merci. Alors merci d'abord à notre régie qui a été extrêmement souple et qui nous a permis d'avoir un peu plus de temps que prévu. Donc on va en rester là pour aujourd'hui. Merci Jean-Michel pour cette participation. Merci François. Beaucoup d'idées, beaucoup de constats et d'ambitions partagées au niveau français comme au niveau européen. Je crois que le mot clé qu'on gardera, c'est Ikigai. Et donc je vous souhaite une bonne continuation dans le campus et je crois qu'on a aussi avec cette idée de tiers-lieux qui pourraient devenir au plan territorial des lieux d'intelligence collective et d'enrichissement collectif est un vrai beau chantier, gigantesque mais extrêmement enthousiasmant. Donc merci pour vos questions et à très bientôt.